Pouvez-vous nous donner votre emploi du temps du vendredi 30 janvier 1987 ? Je suis sorti de chez moi un peu avant 20h30 pour aller chercher mon épouse à l'hôpital Saint-Nicolas, où elle travaille. Je l'ai ramenée à la maison et puis je suis allé prendre un verre au bar Le Calisté, à Dombasle. Qu'avez-vous fait ensuite ? Je suis resté jusqu'à la fermeture aux environs de 22h, 22h15. Et je suis rentré direct chez moi. Êtes-vous passé rue Privée à Dombasle ce soir-là ? Je connais la rue Privée, mais j'y suis jamais passé. En tout cas, pas vendredi soir. Je prends jamais cette rue en voiture. Région de Nancy, dans les années 80. Un meurtre sordide. Celui de Nelly Adrer, 22 ans, assassinée une nuit de janvier 1987. Et une disparition troublante, celle d'Odile Busset, une jeune femme d'à peine 20 ans. 2 victimes, reliées par un homme, Jacques Maire. Un maçon à la réputation de caïd. Rumeurs, révélations, témoignages troublants, tout accable Jacques Maire. Dans cette affaire, des indices, de nombreuses pistes, mais aucune preuve matérielle. L'homme, désigné par tous, n'a jamais cessé de clamer son innocence. Pourtant, tout l'accuse. Au palais de justice de Nancy, ce 24 novembre 2004, 20 ans après le meurtre de Nelly Adrer et la disparition d'Odile Busset, l'avocat général fait des témoignages recueillis lors de l'enquête le socle de son réquisitoire. La problématique de ces 2 affaires est qu'il n'y a ni aveu, ni preuve matérielle. Comme les preuves ne reposent que sur des témoignages, la défense va s'employer à jeter le trouble dans les esprits. Alors oui, il y a eu des revirements dans les témoignages au fil du temps. Mais les déclarations de ces personnes ont été sincères, précises. C'est sur ces témoignages qui ont été recueillis au tout début de l'enquête qu'il faut se baser. Pour ma part, ces témoignages ont emporté ma conviction quant à la culpabilité de Jacques Maire. Des témoignages, certes, mais pas l'ombre d'une preuve, rappelle l'avocat de la défense. Dans ces affaires, il y a tous les ingrédients d'une erreur judiciaire. Nous sommes face à des dossiers qui ne tiennent pas la route, basés sur des rumeurs. Jacques Maire comparaît devant votre cour d'assises par le fait de témoignages qui sont à prendre avec des pincettes. Imaginez qu'on puisse condamner un homme sur de telles bases. C'est effrayant. Nous vous le répétons, Jacques Maire n'est pas coupable des faits dont on l'accuse. La Rosière-aux-Salines, en Meurthe-et-Moselle, à une quinzaine de kilomètres de Nancy. Un petit coin de campagne paisible. Il y a 30 ans, sur ces vastes étendues de verdure, se trouvait une décharge publique à ciel ouvert. Le matin du 31 janvier 1987, des ferrailleurs arpentent les lieux, quand une vision d'horreur les paralyse. Ils cherchent 2-3 matériaux pour faire leur fin de mois. Ils vont faire une découverte terrible. Un corps atrocement mutilé est dans la pente qui mène à la décharge. Ils préviennent immédiatement les forces de l'ordre qui vont faire un périmètre de sécurité autour de ce cadavre. À leur arrivée sur place, les enquêteurs du commissariat de Dombasle, rejoints par la police judiciaire de Nancy, découvrent un cadavre nu, celui d'une femme, partiellement démembrée. Il manquait une jambe était située à quelques mètres du reste du corps. Le cadavre n'avait plus de main non plus, il était presque décapité, la tête ne tenait plus que par quelques lambeaux de chair. Le visage était défiguré, il manquait les oreilles également. Et surtout, il y a une incision au niveau du masque facial et on a commencé à lui arracher le masque facial comme si on essayait de lui voler son visage, quoi. Et ça c'est inouï hein, comme scène de crime, quoi. Qui est cette femme à laquelle le ou les auteurs ont manifestement voulu ôter toute identité? Alors les lacérations et les mutilations au niveau du visage
C'est vrai que ça peut faire penser à un crime ritualisé ou quelque chose de sordide avec une mise en scène. On peut aussi penser que c'est une manière de ralentir ou tout du moins d'empêcher l'identification du corps. Pour mettre un nom sur ce cadavre mutilé, les policiers partent à la recherche d'indices sur les tas d'ordures et de ferraille. En fouillant donc la décharge, on retrouve une des choses très très importantes, c'est un couteau de cuisine supportant des taches brunâtres qui peuvent être du sang. On retrouve également un jean qui a été coupé, on retrouve des bottines, on retrouve un slip. Tous ces éléments sont placés sous scellé. Le corps, lui, est transporté à l'Institut médico-légal de Nancy. Selon l'expert, la mort remonte à quelques heures. La victime a probablement été tuée dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 janvier 1987. Le légiste ne relève aucune trace de violence sexuelle. L'autopsie qui est réalisée va permettre de donner 2 renseignements très importants dans ce dossier. Le premier, la victime n'est pas morte de fait de coups de couteau. En fait, elle a été abattue. Ensuite, la façon avec laquelle elle a été abattue est très importante. On lui a tiré une première balle dans le corps, dans le thorax, et une seconde dans la tête. La seconde balle dans la tête, c'est pour achever la victime. Il s'agit donc d'une exécution. Pour ce qui est des blessures, des amputations, des lacérations, tout ça est post-mortem. L'arme utilisée est de calibre 22, un modèle très répandu dans la région. Il y a énormément de familles qui ont ce type d'arme. Ça peut servir à braconner, ça peut servir à tuer des rats, ça peut servir à un tas de choses ou simplement à faire des cartons. Une jeune femme méconnaissable, amputée d'une partie de son visage. Impossible à identifier. Mais 2 jours plus tard, après de nouvelles fouilles, les enquêteurs vont enfin pouvoir lui donner un nom. On va découvrir un manteau noir, à l'intérieur duquel on va trouver un carnet de chèques. Et ce carnet de chèques, il appartient à Nelly Aderer. Nelly Aderer est une jeune femme qui a 2 enfants, qui vit à Bertrichamp, à quelques kilomètres de là, avec son concubin, Michel. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais fait parler d'elle avant. On ne pouvait jamais deviner ça, quoi. On ne pouvait jamais penser que c'était elle qui était retrouvée, le cadavre aux mains coupées, comme il marquait. Le 3 février 87, un juge d'instruction ouvre une information judiciaire contre X pour homicide. L'enquête, confiée à la police judiciaire de Nancy, va d'abord s'orienter vers Michel, le compagnon de Nelly Aderer. La veille du meurtre, le couple se serait quitté en très mauvais termes. Michel explique, avec ses mots à lui, qu'en fait, ils se sont disputés en fin d'après-midi. On était quand même en droit de se poser des questions parce que le départ de Nelly était consécutif à une dispute dans le couple et même à une paire de baffes. Il fallait approfondir de ce côté-là. L'homme est immédiatement placé en garde à vue. Devant les enquêteurs, il déroule son emploi du temps le soir du vendredi 30 janvier 87. Après la dispute avec Nelly, il se serait occupé des enfants avant de se coucher. Perplexes, les policiers décident de poursuivre l'enquête au domicile du couple, à Bertrichamp. Lors de la perquisition effectuée au domicile du couple, on retrouve pas mal de linge taché de sang. Donc on se pose des questions et on a approfondi vraiment la chose en prélevant même l'eau du siphon de la machine à laver parce qu'on pouvait supposer que du linge avait pu être lavé. Était-ce pour supprimer des indices? Le temps de la garde à vue, des expertises sanguines sont ordonnées. Et elles vont rapidement dissiper tous les doutes. Le sang trouvé sur les chiffons est celui d'un animal. De plus, Michel peut prouver qu'il n'a pas quitté son domicile cette nuit-là. Le compagnon explique avoir reçu un coup de fil à 3 h du matin de la part du frère de Nelly Aderer. Qui lui explique
qu'il a trouvé un mot en rentrant à son domicile dans la nuit de Nelly avec son numéro de téléphone et lui demandant de la rappeler de toute urgence. Donc ce qui nous permet d'établir avec certitude qu'à vers 3 heures du matin, lors du coup de fil, est bien chez lui. Il est bien endormi parce que d'après Fabien Aderer, qui lui a téléphoné, il semblait sortir d'un profond sommeil. Donc rien ne nous permettait d'aller plus avant dans le sens de la piste. Une semaine après la découverte du corps de Nelly Aderer, l'enquête est au point mort. Les recherches s'orientent alors à plus de 40 km de Bertrichamp, à Dombasle, où Nelly a laissé ce mot mystérieux sur la porte du domicile de son frère. Il faut à tout prix retracer l'itinéraire de la jeune femme la nuit de sa mort. Nelly a quitté le domicile conjugal à 19h, 19h30 le vendredi 30 janvier. Elle est à pied, elle ne conduit pas, elle a l'habitude de faire du stop. Donc elle quitte Bertrichamp et là elle se rend à Dombasle, rue Privée, où habite son frère, Fabien. Le voisinage confirme bel et bien la présence de Nelly ce soir-là, à partir de 20h45. La jeune femme s'est fait remarquer par ses nombreux va-et-vient dans l'immeuble. Elle cherchait visiblement à parler de toute urgence à son frère. Elle va aller chez une voisine, demander des nouvelles de son frère. La voisine lui répond qu'il est sorti. Elle lui demande l'adresse d'un café. Manifestement, elle va chercher son frère dans des établissements de nuit. Elle quitte l'immeuble. Elle va dans un café. Elle revient dans l'immeuble. Elle attend encore, elle fait encore des allées et venues. Elle joue encore avec la minuterie. Et elle quitte l'immeuble de la rue Privée à minuit. C'est le dernier signe de vie de Nelly Aderer. Après minuit, elle se volatilise. Les enquêteurs se posent alors 2 questions. Comment la jeune femme s'est-elle rendue à Dombasle? Et comment en est-elle partie? Elle n'a pas de voiture, aucun moyen de locomotion. On a supposé qu'elle avait pu faire du stop pour essayer de regagner son domicile. On a mis en place des dispositifs, plusieurs nuits, pour relever systématiquement les plaques d'immatriculation des véhicules qui circulaient sur la rue principale, donc en direction du domicile de Nelly Aderer à Bertrichamp. Toutes ces recherches ont demandé un travail considérable, mais n'ont pas donné de résultats escomptés. L'enquête se concentre alors à Dombasle, autour du domicile du frère de Nelly. Chaque habitant de l'immeuble est interrogé, et le témoignage d'une femme retient particulièrement l'attention des policiers. Sylviane Barbelin, la voisine de Fabien Aderer, qui a vu Nelly pendant toute la soirée, va préciser une chose importante aux enquêteurs. En toute fin de journée, vers 20h, 20h30, elle a vu dans la rue Privée une GS blanche avec un 88 dans la plaque d'immatriculation. Ça l'a marquée parce que la rue Privée, où elle habite, est toute petite et il y a peu de gens qui passent. Et donc une voiture qu'on ne connaît pas, ça attire l'œil. Quand on obtient un renseignement comme ça, on l'exploite à fond. Alors, il faut ressortir tous les véhicules de cette marque, de ce type. De ces investigations, un nom va émerger pour la première fois dans l'enquête. C'est celui de Jacques Maire, une figure locale. Jacques Maire, c'est le caïd de Dombasle, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un homme bagarreur, plutôt alcoolique. Il est maçon. Finalement, pour lui, les distractions, c'est le bistrot le samedi et peut-être les soirs, les balles, et avec les balles, quelquefois les bagarres. Il est connu également comme ayant le coup de poing assez facile, mais il y en a d'autres comme lui. Le 5 février 87, Jacques Maire a 33 ans. Il est convoqué au commissariat de Dombasle. Les policiers veulent vérifier son emploi du temps le soir de la disparition de Nelly. Ce soir-là, Jacques Maire explique être allé chercher son épouse aux alentours de 20h à l'hôpital de Saint-Nicolas-de-Port où elle travaille. Il la reconduit à la maison et sort boire un verre jusqu'à 22h, 22h15 avant de regagner son domicile. Jacques Maire a bien utilisé sa GS blanche cette nuit-là. Mais il ne s'est pas garé rue Privée, là où vit le frère de Nelly. Le maçon assure ne jamais passer par là. Quant à Nelly Aderer, c'est simple, il ne la connaît pas.
À ce stade de l'enquête, Jacquemer n'est qu'un nom parmi d'autres. Dombasle, c'est un petit village ouvrier avec quelques bars. Et ces bars, parce que la plupart des gens vont se coucher le soir après leur travail, sont très mal fréquentés. Et il y a souvent des bagarres, il y a souvent des problèmes à l'époque. On est dans un milieu un petit peu interlope. Là, c'est la nuit à Dombasle. C'est régulier. Enfin, je veux dire que les coups de feu sont tirés très régulièrement en l'air. Alors, c'est rarement vers les personnes. Ça paraît un peu surprenant aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est vrai que la police intervient tous les week-ends dans les nombreux bars de Dombasle et des alentours. Dans cette atmosphère délétère, le profil d'un suspect commence à se dessiner. Celui d'un oiseau de nuit, violent, susceptible d'avoir pu croiser la route de Nelly. Ce qu'on recherche, en fait, c'est un octambule, dragueur, violent, et qui était dehors ce soir-là. Un octambule dragueur et armé. Au commissariat de Nancy, les résultats de l'expertise balistique sont attendus avec impatience. Mais les conclusions de cette étude vont s'avérer imprécises. 14 modèles de la carabine au revolver peuvent correspondre à l'arme qui a tué Nelly Adrer. Les enquêteurs vont essayer de ratisser large et vont faire des saisies, en tout cas se renseignent et connaissent un petit peu leurs clients, j'ai envie de dire, c'est-à-dire connaissent tous ceux qui ont eu du démêlé avec la justice, connaissent les braconniers, connaissent les chasseurs qui utilisent aussi des 22, etc., etc. Systématiquement, donc, lorsque on allait chez quelqu'un en possession d'une telle arme, on se la faisait remettre pour pouvoir faire des tirs de comparaison et éventuellement identifier d'une façon formelle l'arme utilisée par l'auteur du meurtre. Malheureusement, toutes ces recherches, toutes ces investigations sont demeurées négatives. Impossible de relier un suspect à la scène de crime. À ce stade des investigations, aucun élément matériel ne ressort dans l'enquête sur le meurtre de Nelly Adrer. Pourtant, les pistes de travail ne manquent pas, car au commissariat de Dombasle, les policiers reçoivent de nombreux courriers anonymes en lien avec l'affaire. Il y a des renseignements qui parviennent à nos oreilles, mais bon, évidemment, rien n'est laissé au hasard, tout est vérifié. Bon, il se trouve que la plupart du temps, ce sont des racontards, ça ne tient pas debout. Il y a peut-être quelques petites vengeances par-ci, par-là, mais on ne peut pas se permettre de ne pas approfondir le moindre renseignement, on ne sait jamais. Peut-être que ça peut déboucher sur quelque chose d'intéressant. Le 7 mars 89, 2 ans après la découverte du corps mutilé de Nelly, la lettre d'un corbeau relance l'enquête. Écrit au normographe, ce courrier cite un nom déjà apparu dans le dossier, celui de Jacquemer. Au sujet de l'affaire Nelly, carrière Saint-Nicolas, Monsieur Jacquemer est coupable. Ce soir-là, il a été vu en sa compagnie. Jacquemer, le maçon bagarreur entendu quelques jours à peine après la découverte du corps de Nelly. Et le corbeau ne s'arrête pas là. Il implique ce même Jacquemer dans une autre affaire. Et la fille Busset, pose-lui la question. Quand il est ivre, il parle beaucoup. La fille Busset? Mais qui est cette jeune femme? Ce courrier anonyme, en fait, aura le mérite de faire ressortir une affaire tombée aux oubliettes. Il s'agit de la disparition d'Odile Busset, une jeune femme de 20 ans dont on n'a plus aucune nouvelle depuis 1983. À l'époque, Odile Busset habitait à Saint-Nicolas-de-Port, la ville mitoyenne de Dombasle. Elle est alors maman d'un petit garçon de 22 mois. Le 15 mars 83, elle se rend chez sa mère et lui confie son fils. Elle le dépose un soir chez ses parents pour pouvoir sortir en boîte. Elle est censée venir le rechercher le lendemain matin. Devant chez ses parents, il y a une voiture qui l'attend. Elle monte à bord du véhicule, elle s'en va, on ne la revoit plus jamais. Sans nouvelles de sa fille, Simone Busset se rend quelques jours plus tard au commissariat de Dombasle pour signaler sa disparition. Suivant la procédure, elle ne remplit qu'un simple formulaire de recherche dans l'intérêt des familles. Le problème, c'est que Odile Busset a 20 ans, elle est majeure, et donc à l'époque, on n'ouvre pas d'enquête nécessairement pour la disparition d'une personne majeure. Plus étonnant encore, 2 ans après la disparition d'Odile Busset, lorsque le procureur de Nancy ordonne une enquête, les policiers du commissariat de Dombasle n'effectueront aucune vérification.
pour eux, ils sont tout de suite partis sur le fait qu'elle était jeune, 20 ans, donc elle est majeure, c'est vrai qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut, quoi. Et pour eux, ils partiront sur le fait qu'elle est partie avec un mec, et puis qu'elle a eu une aventure amoureuse, et puis qu'elle a le droit de fuguer. Ils prendront jamais en compte l'angoisse des parents, et ils prendront jamais en compte le fait qu'elle a un enfant. Et que c'est un peu plus inquiétant. C'est toujours possible qu'une femme, effectivement, soit un coup de tête amoureuse, s'en aille, et puis laisse son enfant, quoi. Mais c'est quand même assez rare, quoi. Il y avait quand même quelques petits clignotants qui auraient dû les alerter. Des années plus tard, grâce à la lettre du corbeau, les enquêteurs prennent conscience de la proximité géographique entre le lieu du meurtre de Nelly et celui de la disparition d'Odile Busset. Ils convoquent alors Simone Busset. La mère d'Odile va leur faire une révélation capitale. Une amie de la famille, Hakima Sahraoui, a vu l'homme avec lequel sa fille était partie en voiture le soir où elle a disparu. Alors, Hakima Sahraoui, c'est une femme du coin qui dira, il y avait une voiture orange garée en bas de chez les parents d'Odile Busset. À un moment donné, je suis allée voir le conducteur pour lui demander du feu. Il m'a allumé ma cigarette et j'ai reconnu Jacques Maire. Alors, Jacques Maire, elle le connaît bien parce qu'elle est sortie avec lui quelques mois auparavant. Ce qu'elle dira par la suite, c'est qu'elle a vu Odile Busset monter à l'intérieur du véhicule et partir. Jacques Maire, encore lui. Le maçon est convoqué comme témoin au commissariat. L'homme confirme qu'il connaissait Odile Busset. Elle était la compagne d'un de ses amis. Par contre, il nie être venu la chercher en voiture ce soir-là et dit ne rien savoir de plus. Aucune enquête n'est en cours sur la disparition d'Odile Busset. Les policiers sont bloqués. L'audition de Jacques Maire prend fin. L'homme n'est pas inquiété. Une nouvelle impasse. La lettre du corbeau ne mène finalement à rien. Le meurtre a traumatisé la région. Donc, comme dans ce genre d'affaires, il y a beaucoup de corbeaux. Donc, qu'un corbeau désigne Jacques Maire, quel que soit le pédigré de Jacques Maire, ça n'établit pas une culpabilité ou une autre. Ça attire l'attention des forces de l'ordre, mais ça ne rend pas Jacques Maire coupable de quoi que ce soit. Le courrier est classé. Le nom de Jacques Maire va alors se perdre parmi ceux d'autres suspects. Vous avez plusieurs personnes qui vont être entendues dans ce dossier, qui ont été poursuivies pour meurtre avant l'affaire Aderer. Vous avez plusieurs personnes qui ont des casiers judiciaires chargés. Et si Nelly avait croisé la route d'un tueur en série? À l'époque, un homme surnommé le routard du crime vient d'être arrêté pour plusieurs meurtres commis entre 1986 et 1992. On va même évoquer à ce moment-là Francis Holm, qui apparaît à un moment donné dans l'enquête, parce que manifestement il travaillait pas très loin du secteur au moment des faits. Il se trouve qu'il va très vite être mis hors de cause. La méthode pour tuer ne correspond pas du tout. Jamais Francis Holm n'a utilisé une arme à feu. Francis Holm ne conduit pas. Francis Holm tue, mais déjà avec une arme blanche, mais ne découpe pas ses victimes. Le nom de Francis Holm vient s'ajouter à la liste de près d'une vingtaine de suspects potentiels établis par les policiers. Faute de résultats, 7 ans après le meurtre de Nelly Aderer, le juge d'instruction prononce un non-lieu. C'est un choc très lourd puisque le dossier est refermé. Ça veut dire qu'en dépit des investigations, il n'y a pas de suspect, il n'y a pas d'éléments, il n'y a rien qui permet de déterminer qui a tué Nelly Aderer. Le dossier Aderer dort depuis 1 an dans le bureau du juge d'instruction lorsqu'une plainte pour enlèvement et séquestration est enfin déposée dans l'affaire Odile Busset. Odile Busset, cette jeune maman disparue un soir de mars 1983. Simone, sa mère, veut la vérité. Les enquêteurs réentendent Hakima Sahraoui, le principal témoin. Elle affirme à nouveau avoir vu Jacques Maire avec Odile le soir de sa disparition. Confronté au témoin, Jacques Maire nie. Mais le comportement du maçon, juste après la disparition d'Odile, intrigue les policiers.
Il est allé quelques jours après chez la mère d'Odile Busset avec le compagnon d'Odile Busset, son copain, Jean-Michel Civaux, pour vraiment essayer de convaincre Madame Busset qu'il n'était pour rien dans la disparition d'Odile Busset, que Hakima Sahraoui n'avait rien... si tant est qu'il y ait eu quelque chose, elle s'était trompée, quoi. Vraisemblablement, elle n'a rien vu, pour essayer de convaincre Madame Busset qu'il n'était pas parti avec Odile Busset. Les policiers sont sceptiques. Ils s'interrogent sur la relation entre Odile Busset et Jacquemer. Ce que l'on sait à Dombasle et Saint-Nicolas-de-Port, c'est que Jacquemer court après Odile Busset depuis une paire de mois et qu'Odile Busset n'est manifestement pas très intéressée. On le dit très avide de conquête féminine. Enfin, tout peut rentrer dans un scénario bien ficelé. Et conduit par Odile, Jacquemer aurait-il pu s'en prendre à elle? La question reste en suspens, car dans ce dossier, seul un témoin désigne Jacquemer. À l'époque, la justice s'en contente. Ce qui est troublant et ce qui, à mon avis, est un élément d'accusation fort, c'est qu'il nie une sorte d'évidence, de témoignage évident, sauf à imaginer que Hakima Sahraoui fabule complètement. Comme il dénie, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Voilà un petit peu le raisonnement, voilà le raisonnement et l'équation qui est présentée par l'accusation. On a quelqu'un qui vous a vu, vous êtes donc la dernière personne à avoir été vue avec Odile Busset vivante, vous niez l'être, donc vous êtes coupable. Le 29 juin 1997, 14 ans après la disparition d'Odile Busset, Jacquemer est placé en garde à vue. Sur la foi d'un seul témoignage, il est écroué. Mis en examen pour enlèvement et séquestration. En 2008, lors du troisième et dernier procès de Jacquemer, à Metz, l'accusation s'appuie encore sur le témoignage d'Hakima Sahraoui. Lorsque Hakima Sahraoui vient porter son témoignage, quelques jours après la disparition d'Odile Busset, elle est formelle. Elle a bien vu Jacquemer, au volant de sa voiture orange, prendre en charge Odile Busset. Elle le confirmera plus tard, lors de sa confrontation avec Jacquemer lui-même. Pourquoi nier l'évidence? Si Jacquemer se comporte ainsi, c'est bien parce qu'il a quelque chose à se reprocher. Alors oui, Hakima Sahraoui est revenu sur ses déclarations. Mais ne vous y trompez pas. Ce revirement n'est que l'expression de sa peur de Jacquemer. Mais l'avocat de la défense n'accorde aucune crédibilité à ce témoin instable. Dans le dossier d'Odile Busset et de son enlèvement, il n'y a rien contre Jacquemer. Et le témoin que vous désignez comme un témoin capital, Madame Hakima Sahraoui, n'est pas un témoin crédible. J'en veux pour preuve les déclarations qu'elle a faites au juge d'instruction, immédiatement après l'incarcération de mon client. Ne me croyez pas, je suis une menteuse, je suis dépressive, je ne veux plus entendre parler de cette affaire. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas vu Jacquemer au volant de sa voiture le soir où Odile Busset a quitté le domicile de sa mère, et de rajouter « je le jure ». Mais enfin, quel crédit pouvez-vous encore accorder à cette femme? Pouvez-vous vraiment continuer à faire l'accusation sur la base d'un tel témoignage? Le revirement soudain de ce témoin capital va faire libérer Jacquemer 4 mois à peine après sa mise en examen. La justice hésite. Dans ce dossier, les preuves matérielles manquent cruellement. Les enquêteurs ont cependant une conviction. Non seulement Jacquemer est bien impliqué dans la disparition d'Odile Busset, mais il l'est aussi probablement dans le meurtre de Nelly Adrer. Les victimes sont à chaque fois des jeunes femmes et on retrouve mère à proximité. Donc on peut être amené à se poser des questions. Ma sœur a été vue avec Jacquemer en voiture. On l'a retrouvée assassinée. Odile Busset avait été vue avec Jacquemer en voiture. On l'a jamais retrouvée non plus. Donc il n'y a pas de hasard quand même. À Dombasle, les policiers sont persuadés que par crainte de Jacquemer, des gens se taisent.
Jacques Maire était quand même considéré par la population dombasloise comme un individu un petit peu hors norme. C'est-à-dire qu'il crée autour de lui un climat un peu de terreur. On en avait peur de Jacques Maire. On sent qu'il y a que les gens ont une réticence évidente à parler. Il faut réussir à convaincre les témoins éventuels donc à se manifester et à ne pas hésiter à nous raconter ce qu'ils ont vu ou entendu. Une alliée insolite va aider les enquêteurs. Une émission de télévision, Témoin numéro 1, un célèbre programme de l'époque, consacré aux affaires non résolues, va s'intéresser au dossier Busset et Adrer. Cette émission, manifestement, fait un peu électrochoc. Donc, à nouveau, des nouvelles pistes sont explorées. 12 ans après le meurtre de Nelly Adrer, des témoins se manifestent enfin. Tous racontent la violence de Jacques Maire. Les compagnons de beuverie de Jacques Maire commencent à parler. Il vient dire que celui-ci, lorsqu'il a un peu trop bu le soir, lorsqu'on parle de disparition, vient dire « si tu veux, donne-moi une pelle, moi j'ai tant déterré des cadavres ». Il a des phrases comme ça, pour le moins troublantes, qui laissent entendre qu'il pourrait savoir où se trouvent ces jeunes femmes disparues et qu'il a quelque chose à voir avec tout ça. On a déjà ces témoignages et on a ensuite l'attitude de Jacques Maire, donc, qui à plusieurs reprises, dès lors qu'il est contrarié, qu'il estime qu'on lui manque de respect, n'hésite pas à sortir un couteau, un pistolet, à tirer en l'air, à menacer, à se bagarrer. Personne n'a jamais osé porter plainte contre le caïd de Dombasle. Pourtant, un soir, dans un bar, Jacques Maire aurait dégainé une arme. Un témoin vient raconter une bagarre qu'il a eue avec Jacques Maire, un soir de beuverie. Ce témoin a eu le dessus sur Jackie. Il explique que Jacques Maire est reparti, comme si de rien n'était, à son véhicule, pour revenir armé. Cette arme, le témoin sera catégorique, c'est une 22 long rifle. La 22 long rifle, c'est le calibre de l'arme qui a servi à tuer Nelly Adrer. La 22 long rifle, c'est le calibre d'arme dont Jacques Maire dit n'avoir jamais eu possession. Au tribunal de Metz, l'avocat général pointe du doigt la personnalité de l'accusé. Des témoins ont été entendus dans cette affaire. Des experts se sont penchés sur la personnalité de cet homme et vous le disent. Jacques Maire est un homme violent, intolérant à la frustration. Pour lui, l'autre est une menace. Il assoit sa puissance par la violence. Quant aux femmes, elles ne sont que de simples objets pour lui. Ces traits de personnalité vous permettent de faire des hypothèses. Je vous livre la mienne. Jacques Maire, avide de conquête féminine, a approché les deux victimes. Ces dernières l'ont repoussé, déclenchant ainsi sa colère et l'a amené à commettre l'irréparable. Simple déduction. Tout sauf une démonstration, selon l'avocat de la défense. Oui, Jacques Maire est violent. Il est bagarreur. Est-ce que ça fait de lui un tueur ou un criminel? Il collectionne les maîtresses, il ne s'en est jamais caché. Mais il n'a jamais été violent avec une femme. Et vous n'avez pas le début de l'ombre d'un témoignage qui viendrait dire le contraire de cela. On nous parle d'un mobile sexuel. Mais le corps de Nelly Adrer ne portait aucune trace de violence sexuelle. Nelly Adrer a été exécutée. Et cela, ça ne colle pas avec le profil de Jacques Maire. Absolument pas. Et malgré ça, vous vous obstinez à vouloir lui faire porter le masque du coupable. Sur la base de ces témoignages dépeignant Jacques Maire comme un individu très violent, le juge rouvre le dossier Nelly Adrer. Et cette fois-ci, le maçon de Dombasle en devient le suspect numéro 1. En février 99, 12 ans après la découverte du corps mutilé de Nelly, un témoignage capital va débloquer l'affaire. Ce témoignage, c'est celui de Viviane Barbelin, une habitante de Dombasle,
présente rue Privée, là où Nelly Adrer a été vue pour la dernière fois. Viviane Barbelin était chez sa sœur. Elle aurait entendu le manège de Nelly Adrer dans la cage d'escalier pour aller voir dans l'appartement de son frère. Par curiosité, elle serait allée jeter un coup d'œil à la fenêtre. Et là, elle aurait vu une voiture avec à bord Jacques Maire. Elle est formelle, c'est Jacques Maire. Elle a vu Nelly Adrer sortir, reconnu Jacques Maire dans la voiture. La lumière s'allume, puisque ça se rentre dans la pièce. Elle, Viviane, elle a un mouvement de recul. La lumière se rééteint, elle regarde par la fenêtre. Et là, plus de Nelly Adrer, juste la voiture de Jacques Maire qui s'éloigne. Donc elle suppose que Nelly Adrer est montée dans la voiture de Jacques Maire. Voilà son témoignage. Elle apporte l'élément qui relie Jacques Maire à Nelly Adrer. Élément qui a toujours manqué aux enquêteurs dans cette procédure. Elle devient donc le témoin capital de ce dossier et la personne sur laquelle va se fonder toute une instruction de l'affaire. À l'époque, Viviane Barbelin n'a pas été interrogée car elle était simplement de passage chez sa sœur ce soir-là. Mais pourquoi a-t-elle gardé le silence pendant 12 ans ? Quand elle rentre chez son mari, il lui conseille de ne pas parler, parce que tout le monde a peur de Jacques Maire. Elle pense que Jacques Maire l'a identifié, le lien n'est jamais véritablement établi, mais elle dit qu'à plusieurs reprises, elle a été victime de menaces. Une première fois dans un supermarché où un homme ouvre son imperméable et lui montre un couteau et lui dit de se taire, et une seconde fois où un homme se rend à son domicile, et pareil, il lui met la pression en lui disant « Je sais que tu as une fille de 14 ans, donc tais-toi ». Sur la foi de ce témoignage, Jacques Maire est convoqué devant le juge d'instruction. Le 10 février 1999, il est mis en examen et écroué pour le meurtre de Nelly Adrer. La position de Jacques Maire par rapport à l'ensemble de ces éléments est claire. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Il n'est jamais passé rue Privée le soir-là. L'instruction se poursuit toujours à la recherche de preuves matérielles. Les scellés de l'affaire Adrer vont alors être analysés, et notamment le couteau qui a servi à découper le corps de Nelly. Il y a un groupe sanguin qui correspond en quantité, j'allais dire, à celui de la victime, ce qui est normal puisqu'il a servi à découper ses membres. Et on retrouve trace, en partie beaucoup plus mince, d'un autre groupe sanguin. Et immédiatement, il convient quand même de relever que ce groupe sanguin ne correspond ni à celui de la victime, mais ni et surtout à celui de Jacques Maire. Le couteau ne met pas en cause Jacques Maire. C'est dans son emploi du temps que les enquêteurs vont alors chercher une faille. Le soir du vendredi 30 janvier 1987, Jacques Maire dit être rentré chez lui vers 22h30. Les policiers convoquent sa femme. Elle confirme son alibi. Je l'ai entendu rentrer. Je me suis endormi et je me suis réveillé à 1h30 du matin. Donc on sait de façon absolue qu'à 1h30 du matin, il est là dans son lit, puisqu'elle regarde à ce moment-là une horloge. Si Jacques Maire était bien dans son lit à 1h30 du matin à Dombasle et que Nelly Adrer a quitté l'immeuble de son frère à minuit, il y a 1h30, est-ce que Jacques Maire a le temps de la tuer, de la démembrer et de la déposer dans une décharge publique? En décembre 1999, après 10 mois de détention, les avocats de Jacques Maire parviennent à nouveau à le faire libérer. Il n'y a aucune preuve irréfutable contre leur client. Mais il est malgré tout renvoyé devant la cour d'assises, jugé pour le meurtre de Nelly Adrer et l'enlèvement d'Odile Busset sur la base de témoignages fragiles. Le 15 novembre 2004, le procès de Jacques Maire s'ouvre à Nancy. Le maçon de 51 ans y comparaît libre. Il prend place dans le box, plutôt calme et serein. C'est pas moi le coupable. Il faut le chercher, c'est pas moi. Ça, c'est... J'ai jamais frappé une femme, jamais de la vie, jamais. J'y vais confiant, on verra bien. Face à lui, les familles des victimes. Les proches de Nelly, retrouvée morte il y a 17 ans, attendent des réponses. Quand on est arrivé en 2004 au procès à Nancy, moi j'attendais vraiment un jugement. J'étais persuadé qu'on le tenait. Il suffisait de le condamner et de le mettre en prison. La Cour s'intéresse d'abord au dossier le plus ancien, celui d'Odile Busset. 21 ans après la disparition de la jeune maman, le témoin capital est attendu à la barre. Mais devant la Cour, Hakima Sahraoui, la femme qui a vu Odile monter dans la voiture de Jacques Maire, tient des propos délirants.
Elle dit la voiture de Jacques Maire était orange, je l'ai vue dans une voiture orange. À la barre de la cour d'assises de Nancy, elle revient là-dessus. Elle dit non, c'est pas vrai. Et le président lui dit pourquoi vous avez dit ça? Elle dit parce que je suis marocaine et les oranges, c'est originaire de mon pays. Voilà le genre de déclaration quand même à la barre d'une cour d'assises. Je sais pas, mais c'est complètement alarmant. Après ce témoignage désarmant, c'est au tour du dossier Nelly Adrer. Là aussi, une femme est attendue à la barre, Viviane Barbelin, celle qui assure que Jacques Maire avait probablement transporté Nelly en voiture le soir de sa mort. Il a fallu quand même aller la chercher entre deux gendarmes, quoi. Elle ne voulait plus venir témoigner. Quand même, c'est significatif aussi. Quand vous dites tout simplement une vérité, vous avez vu un tel au volant d'une voiture, où est la difficulté? C'est factuel. Vous ne portez pas de jugement sur les gens. Vous avez vu une voiture, elle était de quelle couleur, il y avait de telle couleur, il y avait quelqu'un dedans. Pourquoi refuser de venir témoigner? Les parties adverses, elles, n'ont aucun doute. La peur domine dans le prétoire. Les témoins qui étaient appelés à venir témoigner, d'une certaine manière, ont eu du courage à témoigner, parce que sous l'œil extrêmement vigilant et très, très décisif de Maire, il fallait déjà avoir un certain cran quand même. Des gens, il y en a qui sont revenus même sur leur témoignage. Ils ne se rappelaient plus, comme par hasard, ils ont oublié. On voit bien qu'il y avait vraiment la peur qui régnait dans le tribunal. Lors du procès de Nancy en 2004, l'avocat général imperturbable livre son scénario quant au meurtre de Nelly. À l'époque des faits, Jacques Maire est un maraudeur de filles qui traîne dans les bars. Lorsqu'il croise la route de Nelly, ce soir du 30 janvier 1987, elle est désemparée, à la recherche de son frère. Il la drague, l'embarque dans son véhicule, la tue et se débarrasse de son corps dans la décharge. Il ne lui a pas fallu plus d'1 heure pour faire cette tâche macabre. Mais la difficulté dans ce dossier, comme dans l'enlèvement d'Odile Busset, c'est que Jacques Maire a été ballotté par la justice des années et des années. Il a été écroué, puis remis en liberté, puis de nouveau écroué et de nouveau remis en liberté. C'est pourquoi je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas requérir autre chose que 20 ans de réclusion à son encontre. Fiction, fantasme. L'avocat de la défense va même mettre en garde la justice. L'avocat général veut nous faire croire à une fable. Celle d'un prédateur sexuel qui rôderait la nuit à Dombasle à la recherche d'une femme à tuer. À découper même, qui sait? C'est absurde. Si mon client était aussi dangereux que vous le prétendez, alors pourquoi la justice l'aurait-elle laissé libre pendant 10 ans? Ce n'est pas sérieux. Jacques Maire est innocent. Et je dis qu'à vouloir trouver un coupable à tout prix, c'est prendre le risque d'une erreur judiciaire. Vous devez l'acquitter. Après 4 heures de délibéré, la défense va être entendue. Du moins partiellement. Jacques Maire est acquitté du meurtre de Nelly Adrer, mais condamné à 15 ans de prison pour l'enlèvement d'Odile Busset. La mère de la jeune femme, Simone Busset, est soulagée. Oui, je suis contente. 15 ans, bon, bah tant pis. J'aurais préféré plus, mais enfin, le principal, il est condamné. Chez les proches de Nelly Adrer, et notamment sa fille, c'est la colère. Il y avait tellement de choses qui disaient que c'était lui. Non, c'est pas juste qu'il soit libre pour nous et enfermé juste pour Busset. Même le procureur a dit qu'il était convaincu de sa culpabilité. Je vois pas pourquoi ils ont dit qu'il était non coupable pour ma mère. À demi coupable, à demi innocent, Jacques Maire ressort menotté du palais de justice de Nancy. Pas pour longtemps. C'est un verdict qui ne satisfait ni l'accusation ni la défense, et immédiatement, la défense va faire appel de cette décision. Jacques Maire dort en prison. Mais preuve encore une fois des atermoiements de la justice dans cette affaire, l'homme est libéré après 4 mois de détention. 2 ans plus tard, il se présente donc libre devant la cour d'assises à Épinal.
Mais d'emblée, l'accusé est mis en difficulté par le témoignage de Viviane Barbelin. Viviane Barbelin donne une déposition claire, précise, sans haine, sans acrimonie. Lorsque Jacques Maire l'apostrophe, et ce sera la seule fois où il sortira de ses gonds dans ce procès, et lui dit « mais dis la vérité, je te ferai pas de mal », elle se retourne calmement vers lui et lui dit « mais je ne vous permets pas de me tutoyer ». Ça va jeter un froid. Et la défense va prendre un coup sévère. Parce que un instant, Jacques Maire est redevenu le Jackie de Dombasle, le petit caïd de Dombasle, qui menace quelqu'un qui ne lui a rien fait. À Épinal, Jacques Maire est de nouveau condamné pour l'enlèvement d'Odile Busset et pour le meurtre de Nelly Adrer. Il écope de 20 ans de prison. Impassible, le maçon de Dombasle quitte la salle escorté par les policiers sous le regard de ses proches et celui des familles d'Odile et de Nelly. On était tous là. Il a été condamné. On était contents. On a dit au moins, il va aller en prison, il va payer pour ce qu'il a fait. Tout semble enfin terminé. Mais une nouvelle page de ce feuilleton judiciaire rocambolesque va s'écrire dans les mois suivant l'incarcération de Jacques Maire. Le procès d'Épinal a été tellement violent sur un point de vue moral et tellement intense sur un point de vue juridique avec le nombre d'incidents qui ont été faits par la défense que la greffière de la cour d'assises de l'époque va tomber malade en cours de procès et va faire une dépression. Le problème, c'est qu'elle ne va pas signer chacune des pages du procès, du compte-rendu du procès. À cause de ce vice de procédure, Jacques Maire bénéficie d'une troisième chance. Jacques Maire, fait rare, est libéré, en route vers un troisième procès. Il s'ouvre à Metz le 6 octobre 2008. Et lors de cette audience, l'accusation s'effondre. Viviane Barbelin, le témoin principal de l'affaire Nelly Adrer, est tout bonnement discrédité par les membres de sa famille. Son propre mari est venu dire à la barre que c'était la plus grande menteuse qu'il connaissait. Donc ses proches viennent le dire. Et c'est le témoin de l'accusation, c'est le témoin phare. Là, d'un coup d'un seul, elle est complètement désavouée. Donc, elle devient une femme mythomane qui a besoin de se mettre en avant et elle est de fait plus crédible. Mythomane, comme Hakima Sahraoui, qui vient répéter à la barre qu'elle n'a jamais vu Jacques Maire partir avec Odile Busset le soir du 15 mars 83. Plus incroyable encore, la cour entend la déposition d'un couple qui affirme avoir croisé Odile plus tard dans la soirée. Une des voisines et son mari de l'époque vont la voir attendre quelqu'un. Jacques Maire n'est absolument pas là et elle s'est habillée pour sortir, c'est-à-dire de façon sexy comme à l'époque, voilà, avec une petite jupe, un petit sac. Elle s'était fait belle, effectivement, manifestement, pour sortir et elle attendait quelqu'un, nous dirons ces deux témoins. Donc Jacques Maire n'est absolument pas la dernière personne à avoir été vue avec Odile Busset, et surtout Jacques Maire nie avoir emmené ce soir-là Odile Busset, comme il a été soutenu par Hakima Sahraoui. Qui attendait-elle? Avec qui Odile a-t-elle pu partir? Ces questions resteront sans réponse. À Metz, lors du dernier procès, la défense le martèle encore et encore. Jacques Maire n'a pas le profil d'un meurtrier. Tout innocent de Jacques Maire. Dans ce dossier, vous avez tout pour l'acquitter. Rien pour le condamner. Dans le meurtre de Nelly Adrer, il n'y a pas eu de violence avant que les coups de feu fussent tirés. La victime ne s'est pas débattue. La victime ne s'est pas défendue. J'ai la conviction que le meurtrier connaissait sa victime et qu'il la haïssait avec une telle intensité qu'il s'est acharné sur son cadavre. Mais cet homme, ce n'était pas Jacques Maire. À la lecture du verdict, le maçon de 55 ans fond en larmes. Après 6 heures de délibéré, il est acquitté. Les parties civiles, anéanties, encaissent le choc. La famille de Nelly Adrer refuse de baisser les bras. Elle a l'espoir de trouver enfin le meurtrier grâce au progrès de la science. Avec l'accord de la famille, je décide de demander une rouverture du dossier pour procéder à des analyses d'ADN, mais cette fois-ci plus poussées avec les technologies de 2010. On va se concentrer uniquement sur les éléments matériels, sur les effets
de Nelly sur ce qu'on pourrait retrouver sur le couteau, sur son pantalon, sur son manteau, sur tous ces éléments. Le premier rapport d'analyse d'ADN tombe et on retrouve des ADN mélangés, l'ADN de la victime et 2 ADN masculins, dont un se rapporte à une tache de sang qui est à l'intérieur de la poche du jean de Nelly Adair. Une preuve matérielle, enfin. Des comparaisons sont effectuées avec le profil génétique de plusieurs suspects. 4 années. Il faudra encore 4 années avant d'obtenir enfin un résultat. Et c'est une bombe. C'est en 2014, en janvier 2014, que l'Est républicain révèle l'information selon laquelle l'ADN est celui de Jacques Maire. Donc, nouveau coup de théâtre dans cette affaire qui a maintenant 30 ans. On a retrouvé l'ADN de Jacques Maire à l'intérieur du pantalon de ma sœur. Donc, qu'est-ce qu'elle fait là? Il a toujours dit « je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Qu'est-ce que sa tache de sang avec son ADN fait à l'intérieur du jean de ma sœur ?» Le problème, c'est que Jacques Maire, il a toujours dit qu'il n'avait jamais vu, jamais rencontré, jamais croisé Nelly Adair. Donc c'est quasi la preuve qu'il a menti, pour le moins. Inédit. Jamais la justice n'a eu affaire à un acquitté sur lequel se posent à nouveau des soupçons. Mais à ce sujet, la loi est très claire. Définitivement innocenté, Jacques Maire ne peut pas être rejugé, ni même être entendu par un juge. Seul moyen pour faire entendre sa voix, les médias. On a mes ADN qui disent, mais moi, je suis au courant de rien. Et c'est pas moi, je la connais pas, Nelly Adair. Je maintiens, je suis innocent. Je me présente devant vous, c'est pas pour me cacher. J'ai rien à me reprocher, moi. Ultime étape d'une odyssée judiciaire vieille de 30 ans, le juge d'instruction devrait prochainement rendre une ordonnance de non-lieu et clore définitivement le dossier Nelly Adair. Indemnisé à hauteur de 200 000 € pour ses 28 mois passés en détention, Jacques Maire est quant à lui aujourd'hui intouchable. Même si de nouveaux éléments venaient à apparaître,